Alors, quelle va être la durée de cette première phase de la méditation? Bien, il faut bien lui donner une durée, enfin disons lui donner une limite, puisqu'on a dit qu'il y avait des étapes, donc il faut délimiter les frontières entre ces différentes étapes. Et la durée, on pourrait fixer comme durée à cette première étape 21 inspirations et expirations. Donc, comptant ces 21 inspirations et expirations, on peut, disons, donner une telle durée à la première phase. Non. Alors c'est une durée indicative, c'est pas du tout obligatoire de faire absolument pendant cette durée et de, par exemple, se forcer à tenir jusque-là ou regarder constamment si à combien de respirations on en est. C'est une durée indicative, à peu près, ça devrait durer pendant ce laps de temps. Et il faut le prendre comme quelque chose d'indicatif et pas d'obligatoire. On va donc essayer de tenir l'objet on va donc essayer de tenir l'esprit placé ou focalisé sur cet objet pendant cette durée de temps, donc à peu près 21 respirations. Et dès que il va arriver un moment où l'esprit va glisser, va partir vers un autre objet. La distraction va se manifester. Et dès que ce phénomène va apparaître, dès que la distraction va apparaître, eh bien la vigilance va intervenir. Elle va discerner cette erreur et faire appel à la mémoire pour qu'à nouveau l'esprit soit focalisé sur l'objet choisi initialement. Et on dit qu'à partir du moment où cette erreur s'est manifestée, que la vigilance l'a décelée et que l'on est intervenu pour remettre l'esprit sur l'objet, eh bien on passe à la deuxième étape. Et donc on arrive à la deuxième étape, donc au deuxième éléphant avec le petit singe qui est devant lui. Donc, et là on voit que le singe et l'éléphant ont tous les deux le haut de la tête qui est blanc. Il y a une partie de la tête qui est blanc. Et cela signifie que lorsqu'on arrive à cette deuxième étape, eh bien il y a la torpeur grossière et la distraction grossière ont un petit peu diminué. Alors la torpeur grossière ayant un peu diminué, l'éléphant a un petit peu de blanc sur la tête, et la distraction grossière ayant un petit peu diminué d'intensité, eh bien l'éléphant a un petit peu le singe a un petit peu la tête blanche.
Mais même si cette distraction grossière a diminué un petit peu d'intensité, elle se manifeste toujours. Donc il y a quand même malgré tout toujours une distraction grossière et une torpeur grossière. Et lorsqu'il va y avoir à nouveau une manifestation d'un défaut, on passe à la troisième étape. Et cette fois-ci, c'est la mémoire qui intervient de façon plus intensive. Et cela est symbolisé par le fait que le religieux a crocheté avec sa corde l'éléphant. Et l'ayant crocheté, l'éléphant a tourné la tête, et de même le singe. Ils se tournent tous les deux vers le religieux. Et cela symbolise le fait que par la mémoire, on va replacer à nouveau l'esprit sur l'objet. Donc il y a une diminution de la torpeur grossière et une diminution de la distraction grossière. À nouveau une diminution de cette torpeur grossière et de cette distraction grossière. Et lors des deux premières phases, le pratiquant est incapable de discerner la torpeur grossière de la torpeur subtile. Et en fait, il n'est sensible qu'à la torpeur grossière, il n'arrive pas à distinguer la forme subtile de la forme grossière. Quand on arrive au troisième degré, eh bien, il est capable de commencer de voir la différence entre une torpeur grossière et une torpeur beaucoup plus subtile. Et cette torpeur subtile, elle est symbolisée par le petit lapin qui est sur le dos de l'éléphant, et qui symbolise donc cette torpeur subtile dont le pratiquant commence à être conscient, qu'il est capable de discerner. Non. Et étant capable de discerner, de distinguer cette torpeur subtile, eh bien, il va commencer à y remédier. Et c'est pourquoi la tête du lapin est blanche, puisque l'ayant discerné, il commence à y remédier. Et donc cette torpeur subtile va commencer à diminuer. Dans la quatrième étape, dans la quatrième phase, par son travail, le pratiquant fait diminuer, continue à faire diminuer la torpeur grossière et
la distraction grossière, et cela est illustré par le fait que l'éléphant et le singe sont de plus en plus blancs. Ils sont à 40% blancs maintenant. Non. Dans la 5e phase, le singe est passé derrière. Cela signifie que, arrivé à ce niveau-là, bien la distraction apparaît de façon moins fréquente, et c'est plutôt la torpeur qui apparaît de façon plus fréquente. Donc la distraction est beaucoup moins fréquente maintenant. Et à cette phase-là, bien l'éléphant et le singe sont à moitié blancs maintenant. Ils sont déjà à moitié éliminés. Ces deux obstacles ont diminué de moitié. On peut également remarquer la façon de marcher de l'éléphant. Il a une façon de marcher qui est beaucoup plus paisible maintenant. Il a l'air de marcher au pas tranquillement, et cela illustre le fait que l'esprit commence à être discipliné. Dans la 6e phase, l'éléphant et le singe sont blancs à 70%, donc il y a à nouveau une diminution de... Tout à l'heure. Non. Non. Et à partir de la 5e... À partir de la 5e phase, le religieux est passé devant l'éléphant. Et cela symbolise le fait que maintenant il est capable le pratiquant maîtrise beaucoup plus son esprit. Et de façon, disons, à l'état ordinaire, où lorsque l'on débute, eh bien, c'est le contraire. On n'a aucune maîtrise sur l'esprit, on est emporté par l'esprit, par les mouvements de l'esprit, l'agitation de l'esprit, et on n'a pratiquement aucun contrôle sur lui, ce qui était symbolisé par le religieux qui était derrière l'éléphant. Et quand on arrive à la 5e phase, eh bien, le pratiquant, là, il a une certaine emprise, il a un certain contrôle sur l'esprit, il est capable, il commence à pouvoir le diriger comme il le veut. Il a une meilleure maîtrise de l'esprit.
Et si lors de la première phase, on ne pouvait tenir que pendant 21 respirations l'esprit focalisé sur l'objet de concentration, et bien plus on progresse tout au long de ces phases, plus la durée va augmenter. C'est-à-dire qu'on va pouvoir arriver à quelques minutes, puis à 30 minutes, à 1 heure, à 1 heure et demie, à 2 heures. Et on peut arriver à tenir ainsi pendant 2 heures, l'esprit focalisé sur l'objet, sans que l'esprit ne bouge, ne glisse de l'objet choisi initialement. Et quand Et quand on arrive à la 7e phase, eh bien on peut le voir, l'éléphant et le singe n'ont pratiquement plus de noir, ils sont pratiquement entièrement blanchis, ce qui signifie que les 2 obstacles sont pratiquement éliminés. Et l'élimination des obstacles signifie en même temps l'obtention des qualités. C'est-à-dire que plus on élimine les obstacles, plus on développe en soi les qualités de clarté et de fermeté de la concentration. Et on peut voir même à la 7e phase le fait que le singe est même derrière le religieux, c'est-à-dire que la distraction a pratiquement totalement disparu, elle est en train de disparaître, même la distraction sous sa forme subtile. Le singe est blanc et puis il est derrière le moine, c'est-à-dire qu'il n'a plus de il n'a plus de rapport avec l'éléphant, il est derrière le moine. Et à la 7e phase, le religieux ne tient plus à la main l'aiguillon et la corde, parce que dans la mesure où les 2 obstacles de la torpeur et de la distraction sont pratiquement éliminés, eh bien il n'a plus besoin de faire appel à la vigilance et à la mémoire. Donc la concentration étant bien installée, étant bien établie, il n'a plus besoin de ces 2 outils pour la maintenir correctement. Lorsque les obstacles ne se sont pas manifestés, les obstacles de la torpeur et de la distraction ne se sont pas manifestés, faire usage malgré tout de la mémoire et de la vigilance causerait du tort à la concentration, c'est-à-dire que un usage excessif de la mémoire et de la vigilance, alors qu'il n'y en a pas besoin, causerait du tort à la concentration. Ne pas intervenir lorsque la torpeur et la distraction sont manifestes est une erreur, cause du tort à la concentration, mais intervenir alors qu'il n'y en a pas besoin est également une erreur, porte
tort à la concentration. C'est pourquoi là, puisqu'il n'y en a plus besoin, puisqu'il n'y a plus besoin d'intervenir, les obstacles ne se manifestant pas, il n'est pas nécessaire d'intervenir et donc il n'y a pas besoin de faire appel à la mémoire et à la vigilance. Même si la torpeur et la distraction apparaissent encore un tout petit peu sous la forme subtile, ils ne peuvent pas causer véritablement de tort à la concentration. Et donc il n'est pas nécessaire de faire appel à la mémoire et à la vigilance. Si la vigilance restait encore trop en activité, eh bien elle causerait du tort à la concentration. De la même façon, si la mémoire était trop fortement sollicitée, eh bien ça causerait également du tort à la concentration. Non. Quand on arrive à la 8e phase, il n'y a plus de distraction, il n'y a plus de torpeur, même, donc il y a déjà plus de distraction, mais là il n'y a plus de torpeur même subtile. Et la seule chose, c'est qu'il y a encore un petit effort à faire par le pratiquant pour un petit peu. Il y a encore un petit effort à faire par le pratiquant pour placer l'esprit sur l'objet sur lequel il va se concentrer. Donc au début, dans le placement de l'esprit, il y a encore un petit effort à fournir pour placer son esprit. Mais ensuite, une fois que l'esprit est placé sur l'objet, eh bien, il peut tenir ainsi pendant 3 heures, 3 heures et demie. Donc, il peut tenir ensuite sans l'apparition d'aucun obstacle, sans l'apparition même de la torpeur subtile. Non. Non. À la 9e phase, à la 9e phase, le religieux est assis à côté de l'éléphant qui est couché, et cela illustre le fait qu'arrivé à ce niveau-là, eh bien, même pour placer l'esprit sur l'objet, le religieux n'a plus besoin de faire d'efforts. Les choses se passent très aisément, avec une grande aisance. Le pratiquant maîtrise bien son esprit, il est capable de se focaliser tout de suite sur un objet sans aucun effort. Au niveau de la durée, c'est à peu près la même chose que pour la 8e phase, c'est-à-dire qu'il peut tenir ainsi pendant plus de 3 heures et demie, enfin pendant 3 heures, 3 heures et demie. La différence essentielle entre la 8e et la 9e phase, c'est que lors de la 8e phase, il y a un effort, malgré tout un petit effort qui est fourni par le pratiquant pour placer l'esprit sur l'objet, pour se focaliser sur l'objet. Alors que dans la 9e phase, il n'y a plus du tout aucun effort à fournir, les choses se font avec une grande aisance.
Et là, ensuite, eh bien, on arrive à la dixième, enfin au 10e dessin, au 10e petit éléphant. Et là, c'est le calme mental a été, le calme mental est développé, il est établi, il est réalisé. Et Karim Boucher en parlera la prochaine fois. À l'étape qui précédait la réalisation du calme mental. Donc, Karim Boucher avait exposé les différentes étapes, les différents paliers de concentration qui menaient en but final à la réalisation du calme mental. Donc, on était arrivé juste au moment où on va réaliser le calme mental. Donc la dernière fois, Karim Boucher avait exposé les 9 étapes qui permettent par palier d'éliminer les conditions défavorables, les obstacles à la concentration que sont la distraction et la torpeur, et également comment au travers de ces 9 étapes on va développer en soi les qualités de la concentration. Donc Karim Boucher n'a pas le temps aujourd'hui de revenir en détail sur ces 9 étapes. Donc la dernière fois, l'exposé de ces 9 étapes avait été fait de façon assez, disons, ni trop concise, ni trop développée. C'est-à-dire que c'est un exposé qui est facile à comprendre, à écouter, à retenir. Et donc, si on a retenu cet exposé, eh bien normalement, on doit pouvoir comprendre l'ensemble de l'exposé sur la concentration. Si on n'a pas bien écouté ou si on ne l'a pas retenu, Karim Boucher n'y peut rien, c'est à chacun de faire en sorte de faire l'effort nécessaire. Mais s'il a été bien écouté et bien assimilé, eh bien le fait qu'il ne soit ni trop concis ni trop développé fait que par l'écoute de cet enseignement, on doit pouvoir avoir une bonne compréhension de ces étapes de la concentration. Non. Alors, avant de la parfaite réalisation du calme mental, du sammata, il y a des réalisations qui précèdent cette réalisation du calme mental. Et ce sont la maniabilité physique, la maniabilité mentale et le bonheur engendré par la maniabilité physique et le bonheur engendré par la maniabilité mentale. Ou la félicité plutôt que bonheur. Non.
Kinchi Maiba, Ni Maiba, Anna, Yota Tipa, King de Gungina, Anna Yonzan, which is it. And the changes, Korean. Sitting Nami is in it, Sitting Nami is in it. They don't say, and Karasuji, Sinking Johnson, another two. Sinking Johnson, taking me tissue to the Sitting Nami is in it. Sitting Nami. Sitting Nami is in the candidates in Sin Yola, Globala. She lesson me on kicking Nemo be on the sin less. Sin lesson Toyachi, Sin Yola, Globala lesson on the Toyachi. Never saying you did a sin, Nami is Nemo be on the sin that I wrote to Bunda Toyachi. The room should go on the deck, kissing and a cook from Mariah, kissing the send a coming on no attacking it. Jenny on the deck, Kusu, on somebody sink like a gym to a chicken. Never changing you. They were singing in this way. Other did not turn, they might see and sing a biggie, sing that's a watch. Sing a biggie, they don't know you are sitting in the Non. Quand on va arriver au 9e degré, au 9e palier de ce processus de concentration, eh bien on est capable pendant une très longue période, et ceci plusieurs fois, de maintenir la concentration sans aucun effort. C'est-à-dire qu'on va pouvoir placer sans effort l'esprit et maintenir la concentration sans effort. Et cette concentration, on va pouvoir la maintenir comme l'eau qui coule. C'est-à-dire ça se fait sans effort, ça coule tout seul, cette concentration, comme de l'eau. Et lorsque l'on va ainsi arriver à ce niveau-là et que l'on pratiquera de la sorte plusieurs fois, eh bien il va arriver un moment où on va ressentir une plus grande aisance de l'esprit, une plus grande maniabilité. Alors cela signifie que l'on a éliminé un facteur mental perturbateur qui pourrait être traduit par facteur mental perturbateur d'obstruction, qui est un facteur mental qui empêche l'esprit d'être qui nous empêche d'utiliser l'esprit à notre goût, c'est-à-dire de maîtriser totalement l'esprit, et qui empêche de diriger l'esprit notamment vers des activités vertueuses. Alors lorsque ce facteur mental perturbateur est présent, eh bien on ne peut pas diriger à sa guise l'esprit vers un objet vertueux, vers une activité vertueuse. Et lorsque l'on arrive ainsi à éliminer ce facteur mental perturbateur, eh bien on dit que l'on a de développer en soi son contraire, et ce contraire c'est la maniabilité. Et donc on gagne une aisance au niveau de l'esprit, une maniabilité. L'esprit est maniable, on peut le diriger à sa guise vers un objet, vers une activité vertueuse, vers un objet vertueux. 아니 제만 제가 그러진 기주에 저 하면 그거 지금 이제는 넣어야지 하고 이제 무슨 이거면 봐 주만 제가 넣어야지 기자고를 만들어 가지고 또 무슨 추피자는 거 주시게요. Alors quand on dit que la concentration doit être lorsque l'on arrive au 9e degré, la concentration coule toute seule, et j'avais dit comme de l'eau, il faut préciser comme de l'eau d'un grand fleuve qui s'écoule sans avoir d'effort à faire. Elle coule en suivant le mouvement. Et lorsque l'on arrive à ce stade, c'est-à-dire lorsque l'esprit est totalement maniable, eh bien il y a une félicité de l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit ne connaît aucune contrariété, aucun aspect désagréable. Non.
야 릴레스 메롱아 생생이데도 릴레스 롱아 생이데 체바 가르레서네 뭐라든지 뭔가든지 저기 있는 배치 때문에 제대 아 야고 싶게 좀 그기에는 야 바로 이제 릴레 비디오 찍어네 릴레 채널지 뭐디오 찍도 같이 영화지 요래 강의 영화지 릴레 비디오 찍게 릴레 레스 메롱아 생 리지네미는 스테레 뭐냐 저는 나와도 차오세에 개매지 아니 루기 차는 비디오지 강의 띵게제 빨리 제좀 야베자 못해야지 루기 차네 디레 릴레스 메롱아 생 어디 디체 캔디 릴레스 메롱아 제 캔디네 릴 진행이 아 제가 잘 그래서 아니 다나 신의 비디나 제네 신신장지 도움이 개개제네 아니 릴레스로 같이 자고 그래서 냥이네가 돼. Et lorsque l'on arrive à cette maniabilité mentale, eh bien, elle va entraîner une maniabilité physique, c'est-à-dire que l'on va éliminer ce facteur de gêne, d'obstruction que l'on avait au niveau physique. Et on va développer à la place une grande aisance, une maniabilité au niveau physique. Alors cette obstruction, cette gêne physique, eh bien, on la ressent dès on reste trop longtemps en méditation, en concentration. Même si on arrive à maintenir la concentration, au niveau physique, on ressent une gêne, par exemple, au niveau des jambes, au niveau du dos. Donc on peut avoir différentes formes de souffrance physique, de douleurs, qui vont être des gênes physiques, qui vont entraver donc la pratique. Et lorsque l'on arrive à développer en soi l'aisance, la maniabilité mentale, eh bien elle va entraîner une aisance physique où on ne ressentira plus toutes ces gênes. Et à la suite du développement de cette maniabilité physique, eh bien, on va ressentir une félicité au niveau physique. Et c'est donc ce que l'on appelle tout cela la maniabilité, l'aisance physique. Non. Donc on obtient tout d'abord une maniabilité, une aisance mentale qui est suivie ensuite d'une maniabilité ou d'une aisance physique. Non. Alors, en ce qui concerne la félicité qui est obtenue, eh bien, il y a tout d'abord la félicité mentale qui est obtenue à la suite de l'obtention de la maniabilité mentale, et puis il y a la félicité physique obtenue à la suite de la maniabilité physique. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque l'on va ressentir cette... Non. Et lorsque l'on va développer en soi la maniabilité physique, eh bien, il va donc apparaître une félicité physique, un certain bonheur, et ce bonheur physique va accroître
va augmenter le bonheur, la félicité qu'on éprouvait déjà au niveau mental. Et en fait, lorsque l'on parle de la félicité mentale, eh bien c'est de cette deuxième forme de félicité c'est cette deuxième forme de félicité que l'on désigne. Lorsque l'on va développer en soi la maniabilité mentale, on va ressentir un certain bien-être. Et puis cela va entraîner une maniabilité physique qui va développer une félicité physique. Et cette félicité physique va accroître le bien-être mental que l'on avait obtenu auparavant, et ce bien-être va devenir véritablement une félicité mentale. Donc quand on parle de félicité mentale, eh bien c'est de cette deuxième phase. C'est cette deuxième phase que l'on désigne. Comment ça? Tu t'en veux lui? Quelle est la dernière non. Alors, une fois que cette félicité mentale a été développée, eh bien, le corps va éprouver des contacts non. Une fois que l'on a développé en soi cette félicité mentale, va apparaître un autre type de maniabilité physique, qui est le fait que la conscience corporelle, parmi les consciences, la conscience corporelle va ressentir des contacts particuliers. Au niveau des contacts, elle va avoir des sensations particulières. Et donc, de ce fait, eh bien, il va y avoir à nouveau la félicité corporelle va être à nouveau accrue.
땡긴 생기대 지금 네발에 네 모두 다 지금 가디 기요네 가디 자침부지네 아니 땡긴 생기대 네발에 네 모두 다 지금 요래스 노어들라 땡긴 생기대 네발에 네 모두 다 지금 가야 유네 가디 가와디 하려는 침부지네 아니 땡긴 생기대 네발에 네 모두 다 지금 노어 요래스 Et du fait de cette grande félicité qui va être développée, qui va être générée, eh bien la concentration ne pourra plus être fixée de façon ferme, on ne pourra plus arriver à fixer l'esprit de façon ferme sur l'objet de concentration. Donc cette grande félicité que l'on va éprouver à ce moment-là va troubler la concentration, la fermeté de la fixation de l'esprit sur l'objet. 우두제 미국을 맞게 땡기지 맞아 같이 매치는 루기나 아니 신배 가디기 유대야지 가디기 유대야지 아니 자니 신자지니 아니 땡기 신장기 땡기지 땡부터 템배 아니 신장기 최고진지 제제니 아니 도수인 거였어. Mais si l'on maintient malgré tout la concentration et que l'on continue à méditer, à fixer malgré tout l'esprit sur l'objet, eh bien au bout d'un moment, cette grande félicité ne trouble plus la concentration et on obtient donc une concentration où l'on jouit d'une grande, où l'on peut jouir maintenant véritablement d'une grande maniabilité. rāmbā jīsīne tōngu hīnyāni ki nānda sēn hīnyān ki yīchī tī jūtēlā tī jīnchīne tī jūtēlā dī hīnyān ki yīchī tī jūtēlā tā hīnyān ki dewāni ki nānda dī hīnyān ki yīchī tī jīnchīne tā tānda tāma ki sēn hīnyān ki dewa ki yīchī tā tīndi sēn hīnyān ki dewa di jī hundi māla āni sēn tīngi tīngi tā yūni nī pāla nyāma tōwa nāma gāwa chīmbi chīle hundi tānda wū mē kīne nāmba zā āni 근데 땡이들 요어들 요 만자니 만자지네 아니 신장한테도 땡이들이 그때 탐부지기 내보고가 나부람지 나나람지라고 지용주요 됐어 어디 어디다 기내문에 지다 진짜 두고요 됐어 기내 두배치 상지다 되는 됐어. Donc pour reprendre ces quatre éléments qui vont précéder l'obtention de la réalisation du calme mental, il y a tout d'abord l'obtention de la maniabilité mentale qui va entraîner la maniabilité physique et la maniabilité physique va entraîner une grande félicité physique. Cette grande félicité physique va entraîner une grande félicité mentale et à la suite de quoi, eh bien, cette grande félicité qui a atteint un degré extrêmement grand va troubler au départ la fermeté de la concentration, la fermeté de placement de l'esprit sur l'objet. Mais si l'on continue malgré tout à maintenir l'esprit placé sur l'objet, eh bien en continuant malgré tout à maintenir ainsi l'esprit, eh bien il arrive un moment où l'esprit disons la concentration n'est plus troublée, il n'y a plus d'agitation et il n'y a plus de mouvement, disons, de l'esprit par rapport à l'objet et la concentration se fait en combinant à la fois cette maniabilité il y a à la fois disons concentration et maniabilité qui apparaissent, qui se manifestent en même temps, de façon conjointe. Et lorsque l'on arrive à ce stade où concentration et maniabilité se manifestent en même temps, eh bien on est juste au moment où l'on est, disons, on va réaliser le calme mental. Kashi kason leo mari. Kashi kason leo mari.
media sono due. Media sono media alma capitano. Then down the end, di fine tu che c'è in dire. Di continuo non si può vedere là. No. Oggi dicono le parti, da fine tu che santa la scesa di tanti, sembra c'è il ciupo di muore. No. Perché non può bandire, No. ma ciupo di No. Andy Tragojan Nakale did the Chindoa, did you live in John to the city, to be toward the Changyu, the Bandi Nakale Pitoya, the Nakale Pini Pitoya, the silent in the Zutoya, the last Roni, the Niche of Gigio, the Dingy Nakale did the Changyu, Non. Alors, donc, si on reprend le petit dessin qui illustrait cette progression vers le calme mental, on arrive donc à la 10e étape, c'est-à-dire l'avant-dernier éléphant, où l'on voit le religieux qui est assis sur l'éléphant. Et donc c'est l'étape de réalisation du calme mental. Et on voit juste au-dessus un religieux qui vole dans l'air, et cela symbolise la maniabilité physique qui est obtenue. Donc on peut faire ce que l'on veut de son corps. Donc cette maniabilité physique, c'est donc la possibilité d'utiliser son corps ainsi qu'on le veut. On obtient une grande aisance, une grande maniabilité. Et quant à l'éléphant sur lequel est assis le religieux, on le voit qui marche très docilement et très calmement et très docilement en même temps. Et cela symbolise la maniabilité mentale, puisque l'éléphant symbolisait l'esprit, donc il est maintenant très docile, très maniable. Alors, quant au dernier éléphant, le 11e, il symbolise l'obtention de la vue profonde. Je sais pas si... Et le religieux qui est donc toujours assis sur l'éléphant tient dans la main droite une épée, et cette épée symbolise la sagesse. Non. Et on voit derrière l'éléphant des flammes, de grandes flammes qui montent, et ces flammes symbolisent l'effort qui est développé par le religieux pour établir en lui cette vue profonde, vue pénétrante, pardon. Et le religieux, dans cette dernière phase, le religieux est assis sur l'éléphant pour symboliser le fait que cette vue pénétrante doit être développée de façon est liée avec le développement du calme mental, est liée avec le développement de samatha. Et c'est une fois que l'on a développé le calme mental que l'on peut développer cette vue pénétrante. Sans avoir développé le calme mental au préalable, il n'est pas possible de développer en soi la vue pénétrante.
Non. 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 Donc la vue pénétrante sera exposée par Rinpoché la fois suivante, prochaine fois, et maintenant il reste un peu du temps pour des questions sur le calme mental. Donc si vous avez des doutes, des points qui ne sont pas clairs, des questions à poser, c'est le moment de les poser. Donc, il reste plus qu'une fois, donc plus qu'un seul enseignement qui sera exceptionnellement cette année, donc la première semaine de juillet. Habituellement, pendant le mois de juillet et le mois d'août, il n'y a pas d'enseignement, ce sont des périodes de pause. Mais là, exceptionnellement, donc le premier mardi du mois de juillet, il y aura un enseignement qui permettra de conclure ce cycle d'enseignement. Donc, ce sera consacré à la vue pénétrante. Et habituellement, chaque année, les enseignements reprennent soit en septembre, soit en octobre, mais c'est pas encore c'est pas encore fixé, je crois. Alors, Rinpoché dit qu'il y a 2 personnes nouvelles qui sont arrivées ce soir, et c'est un petit peu dommage parce qu'elles arrivent un petit peu un peu trop tard. C'est à la fin déjà de l'enseignement du calme mental. J'ai dit que si une personne a envie d'écouter des... Donc si on veut écouter des enseignements et puis donc participer un petit peu à l'association, il est toujours préférable de venir dès le début des enseignements, parce que pour en retirer un bénéfice, pour que cela soit vraiment utile, 1 ou 2 fois c'est un petit peu juste pour arriver à en tirer un bénéfice, une utilité, et c'est préférable de venir dès le début d'un cycle d'enseignement pour pouvoir en retirer tout le bénéfice. Donc, de façon générale, il est préférable d'essayer de venir dès le début, et quand on peut, de venir dès le début. Comme ça. J'ai enseigné plusieurs fois pour calme mental là. Si vous venez au début, maintenant qu'on peut comprendre déjà, vous mangez comme ça. Qu'est-ce que c'est? Hein? Ah oui, c'est comme ça, si vous parlez. Tu peux expliquer, oui. Ah, si vous pouvez écouter cassette. Demande si vous voulez, voilà, comme ça,
J'ai venu enseigner comme ça. Alors maintenant, question. Si vous réfléchissez, bien réfléchissez, possible question, mais rien réfléchissez, question. J'ai une question. J'ai une question sur le petit lapin. Le petit lapin qui représentait la torpeur subtile. Or, sur le dessin à la cinquième ou sixième étape, il disparaît. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la sixième étape, il a disparu. Donc la torpeur subtile a disparu, alors que le singe est encore derrière. Lui qui était